Bonjour à tous, on va s'intéresser à l'existence humaine et la culture. Alors, si on rapproche ces deux notions, c'est parce que l'homme est considéré, si vous voulez, comme un être de culture, un être culturel. Ce serait l'être qui s'est arraché à la nature pour devenir véritablement lui-même en inventant un nouveau monde, celui de la culture. Donc, si la culture serait l'essence de l'homme, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est complètement détaché, je dirais, de l'ordre naturel. L'homme en tant qu'espèce, eh bien, effectivement, il a un corps biologique et cet corps biologique, en fait, eh bien, il implique une anatomie particulière qui va nous déterminer en partie. Il implique des besoins de respirer, des besoins de manger, etc. Donc ça, c'est aussi entièrement naturel. Il y a des besoins aussi au niveau de l'espèce qui est évidemment la reproduction. Donc tout ça semble effectivement tout à fait rentrer dans le cycle naturel du monde. Et puis l'homme, il a aussi en partie certainement encore des instincts qui eux aussi évidemment sont naturels. La différence avec d'autres espèces, c'est que l'homme, en plus de cette nature, eh bien, il a une culture qui vient comme se surajouter à cette nature. Cette notion de culture, qui serait l'essence de l'homme, elle peut être comprise de plusieurs façons. D'abord, en un sens premier, c'est le sens agricole, si vous voulez, l'agriculture. Il s'agit donc ici du travail du sol. Donc c'est la terre qui va être travaillée par l'homme pour satisfaire ses besoins qui, eux, évidemment, restent naturels. Mais ce travail du sol, en fait, il est artificiel, il est issu de la technique humaine, et donc on ne peut pas dire qu'il soit, à proprement parler, naturel. Dans un deuxième sens, la culture, c'est le développement des facultés intellectuelles de l'homme, le développement de ses connaissances et l'acquisition de nouvelles, et puis la transmission de ces connaissances aux autres êtres humains. Et enfin, vous pouvez considérer la culture comme un synonyme de civilisation. C'est-à-dire que la culture, ce serait les normes, les valeurs, les traditions, si vous voulez, qui sont communes à un peuple déterminé. Alors vous avez comme ça la nature, la culture, puis la culture va venir se surajouter à la nature. Donc même des besoins qui sont purement naturels, physiologiques, comme manger par exemple, eh bien, vont trouver une réponse culturelle. Vous n'allez pas manger n'importe comment, n'importe quoi, enfin sauf si vous êtes américain. Mais sinon, vous allez développer une culture gastronomique, un art de la table, etc. Et donc, il y a des normes pour bien manger. Et ces normes, elles sont évidemment culturelles. On apporte une réponse culturelle, donc à un besoin naturel. C'est la même chose avec la sexualité, qui est un besoin, en tout cas à l'échelle de l'espèce. Eh bien, Schopenhauer dit que c'est la ruse de la nature, vous allez vous croire amoureux. Même si vous n'êtes pas amoureux, vous allez quand même séduire une femme, vous allez, je sais pas, lui offrir des fleurs, inviter au resto, enfin bref, vous n'allez pas vous conduire comme un animal, enfin en tout cas j'espère, parce que sinon vous ne serez pas évidemment pleinement humain. Donc la véritable réponse humaine à la pulsion sexuelle, eh bien, elle se trouve dans le romantisme, dans l'amour, dans l'érotisme, dans plein de choses, mais des choses qui ne sont pas du tout naturelles en réalité. Et alors c'est Merleau-Ponty qui dit que du coup c'est très difficile, voire impossible de distinguer une couche qui serait naturelle en l'homme et une couche qui serait culturelle parce qu'en fait elles sont complètement entremêlées. Il dit il n'est pas moins naturel ou pas plus naturel de crier dans la colère que d'embrasser dans l'amour. Enfin en même temps on peut aussi crier dans l'amour, mais bon, c'est autre chose. Mais en tout cas tout ça ce sont des formes, dit-il, qui sont à la fois culturelles. Il y a quelque chose de naturel, de spontané, mais il y a en même temps quelque chose qui est entièrement culturel là-dedans. Et c'est très difficile pour nous de faire cette distinction, et ce d'autant plus que notre culture devient une espèce de seconde nature. C'est-à-dire que les choses qui sont tellement habituelles pour nous qu'on va les prendre pour naturelles. Par exemple, l'identité masculine ou l'identité féminine, elle est culturelle, elle évolue avec le temps, elle change en fonction des sociétés, ce qui prouve qu'elle n'est pas naturelle, si vous voulez. Pour autant, nous, ça nous apparaît comme naturel. Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Pardon? Non, je leur dis que je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Je ne suis pas votre secrétaire. Vous êtes la secrétaire de qui alors? 2 personnes. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne. Et l'idée est que nous travaillons ensemble, d'égal à égal. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Oui, dans les années 50, 60, évidemment, être un homme, c'est pas exactement la même chose que l'être aujourd'hui. Et pour autant, ça paraissait naturel. Comme aujourd'hui, il nous paraît naturel d'être ce que nous sommes. En réalité, c'est évidemment très culturel. Il reste que l'homme, on dit, bon, c'est une virtualité. C'est une virtualité parce que justement, il ne peut pas s'en tenir à des données naturelles. Toute sa vie, il va apprendre, il va progresser. C'est pour ça que la culture, c'est pas seulement une donnée, c'est aussi une norme, c'est aussi un idéal. C'est un idéal, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas pleinement cultivé, d'une certaine façon, vous n'êtes pas pleinement humain. C'est pour ça que les Grecs, ils rejetaient en dehors de l'humanité ceux qui n'étaient pas grecs. Ils disaient, bon, ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas de civilisation, c'est les barbares, c'est les sauvages. Et donc, ils ne sont pas pleinement humains. On retrouvera d'ailleurs cette opposition plus tard avec les peuples que l'Occident va coloniser. Le problème avec l'arabe, c'est que ce n'est pas facilement lisible. Même au niveau du son, on sent
Oui, non, mais enfin, c'est joli. Enfin, c'est joli quand même. L'arabe est parlé par des millions de personnes. Et son écriture est un art. Hein? Des millions. Des millions, hein, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Au sein de l'homme aussi, c'est la même chose, c'est-à-dire en nous-mêmes, hein, d'une certaine façon, c'est le besoin de perfectibilité. L'homme est perfectible, il peut s'améliorer, et il s'améliore avec l'acquisition de nouvelles cultures. Et on peut dire, d'une certaine façon, qu'on ne naît pas homme, mais qu'on le devient. Et qu'on le devient à travers l'acquisition d'une culture. Au contraire, hein, si vous n'avez pas la possibilité de vous socialiser avec vos semblables, vous ne pouvez pas acquérir votre culture et donc vous ne pouvez pas vous humaniser. Hein, c'est le cas des enfants sauvages, de François Truffaut met en scène Victor de l'Aveyron, qui a retrouvé un enfant abandonné, et puis alors il est là, il bave, il crie, il ne marche pas, bref, il ne semble pas avoir développé, je dirais, les capacités humaines. Alors il reste que si la culture, hein, c'est un idéal, une norme de perfection, il y a autant de façons d'être humain qu'il y a de cultures d'une certaine façon. Et très vite peut apparaître l'idée qu'il y aurait une hiérarchie comme ça des cultures. C'est ce que Lévi-Strauss dénonce sous le terme d'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, si vous voulez, c'est le fait de juger une culture à l'aune de nos propres valeurs. C'est-à-dire que du point de vue de nos valeurs, on juge une culture et forcément on ne la comprend pas. Et comme on ne la comprend pas, on va la mépriser et c'est ce qui peut amener évidemment à considérer certains individus, certains groupes comme d'individus comme inférieurs. Je ne bois pas d'alcool, merci. Ah, quelle drôle d'idée. C'est proscrit par ma religion. Quelle religion peut être assez stupide pour priver ses fidèles d'un tel plaisir? La religion musulmane. Soit celle de 90% des habitants de ce pays. Ah, j'ignorais. Autant pour moi. Alors Lévi-Strauss, il dit qu'il faudrait transformer notre regard et voir les choses différemment. C'est vrai que si vous allez en Inde, bon, vous voyez je sais pas, des gens qui sont en train de prier devant des espèces de scènes comme ça, où vous avez des hommes qui font l'amour avec des femmes, qui font l'amour avec des animaux en même temps, enfin c'est le gros bordel, et puis vous regardez ça et vous dites, bah tiens, c'est étonnant, ils sont bizarres quand même ces Indiens. En même temps, un Indien qui arrive en France et puis qui rentre dans une église pour se rassurer, pour rencontrer notre Dieu, et puis qui voit un homme cloué sur une planche de bois, bah, il va se dire, oh là, mais ils sont pas bien ces Français. On est tous un peu en fait le fou des autres. Et donc, il s'agit, dit Lévi-Strauss, de convertir notre regard, c'est-à-dire d'être capable de comprendre une culture à partir des valeurs de cette culture. Hein. Lévi-Strauss dit, le barbare, c'est celui qui croit en la barbarie, c'est-à-dire que c'est celui qui n'est pas capable de voir dans le visage de l'autre l'humain, parce que la culture de cet humain est différente. Et donc, il pense que ce serait intéressant pour nous d'essayer de comprendre le sens que peut avoir chaque culture. Alors, ceci dit, ça n'interdit pas, évidemment, de penser qu'il y a des normes sociales ou des normes morales qui sont choquantes et qu'on peut réprouver. C'est-à-dire que vous pouvez, avec votre système de valeurs, malgré tout, évidemment, condamner certaines pratiques. Alors, ici, certains diront que, je ne sais pas, que c'est faire preuve de racisme, et que de ne pas vouloir comprendre les coutumes des autres, mais pas nécessairement. Si par exemple, je ne sais pas, vous êtes contre l'excision, bon certes vous êtes français, ça n'a pas trop de sens dans votre culture, vous pouvez comprendre que ça a un sens dans notre culture, mais vous pouvez aussi dire que malgré tout, eh bien, c'est une pratique qui devrait être interdite, quoi. Et je pense même que c'est peut-être moins raciste, parce que sinon vous présupposez que les femmes qui sont victimes d'excision, pour elles c'est bien, pour elles c'est pas grave, parce que culturellement c'est accepté. Il s'agit quand même d'une mutilation de leur corps, et on peut présupposer qu'elles ne sont pas moins stupides que nous, et que donc pour elles aussi c'est une perte. Hein. En l'occurrence c'est une perte en plus. Donc voilà, à la fois il y a ce piège, je dirais, de l'ethnocentrisme, et puis ce piège du relativisme culturel qui nous interdirait du coup de découvrir ou de penser des valeurs qui pourraient être universelles, c'est-à-dire communes à tout homme.